Donc bonjour à toutes et à tous. Merci aux chercheurs, donc étudiants, stagiaires, postdoctoraux, professeurs qui ont fait le déplacement ce matin pour venir parler de recherche intersectorielle. Merci aussi au fonds, alors au fonds AU ou AUX, on ne sait plus trop, au Fonds de recherche du Québec et donc à ces trois directrices scientifiques qui sont avec nous ce matin, donc Louise Poisson, Carole Jabet, Janice Bellé. Merci beaucoup d'être là. Je pense que c'est important pour nous de voir comment les fonds se positionnent par rapport à la recherche intersectorielle et j'en dirai un mot par la suite. C'est elle, l'intersectorialité, qui doit nous permettre de réintroduire un peu de sens et de conscience par rapport au développement effréné des technologies, afin qu'ils puissent être mis au service du bien collectif. À cet égard, autant les universités que les fonds de recherche publics ont une responsabilité historique, celle d'orienter la recherche vers des enjeux de société complexes et qui nécessitent urgemment d'être pris en compte dans une perspective visant le bien commun. Les problématiques d'aujourd'hui sont en effet d'une telle complexité que l'on ne peut pas prétendre qu'une seule discipline est capable de fournir une réponse, et la bonne réponse. C'est pour cela que de plus en plus de chercheurs de différents secteurs du savoir se mobilisent, travaillent ensemble et observent leurs problématiques à partir de plusieurs angles, et c'est cette façon de faire qui doit être privilégiée à notre niveau. Certes, briser les silos disciplinaires ne se fait pas sans difficulté et sans effort, et c'est la structure même des universités et du financement de la recherche qui gagne à être revue. Puisse cette journée constituer un jalon important dans cette remise en question de nos façons de penser et de faire. J'en suis, pour ma part, déjà en bonne partie convaincu, car, comme en témoigne le programme de la journée, nos panélistes vont nous aider à lever le voile sur les coulisses de la recherche intersectorielle, ses défis, ses obstacles, ses conditions de réalisation, ses occasions de financement, les possibilités qu'elle offre sur le plan des collaborations entre chercheurs, l'orientation qu'elle peut donner à une programmation de recherche et les retombées scientifiques qu'elle peut avoir sur la vie des individus et des collectivités. Ceci étant dit, et je mets fin à mon cours de philosophie 101, ceci étant dit, permettez-moi de laisser la parole aux représentantes du Fonds de recherche du Québec et de nous souhaiter collectivement une excellente et fructueuse journée de travail. Merci. Ce que je veux dire, c'est que mon message final, mais mes collègues le connaissent, c'est que les sciences humaines et sociales devraient être effectivement prises en compte dans à peu près toutes les formes de recherche. Pas partout. Je comprends que quand on fait de la microchimie, on n'est pas directement interpellé par les sciences humaines et sociales, mais on devrait, dès qu'on recontextualise, ou dès qu'on veut s'attaquer à répondre à un problème qui sort du laboratoire, si on peut dire, on rebondit tout de suite sur de l'humain. Voilà. Merci. Donc, ici, c'est nos super-héros, OK? Donc, c'est les Avengers. Puis, on sait très bien que chacun de eux, ils ont une faiblesse, OK? Mais ensemble, ils sont plus forts. La formation disciplinaire dans son secteur de recherche, cette profondeur-là est absolument essentielle. Pas parce qu'à un moment donné, on va continuer, comme je dis souvent dans mes présentations, à utiliser le biomarqueur de la patte droite de la drosophile puis qui va aller trouver une bonne position. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui donne la compétence à vraiment l'individu. C'est ce qui constitue son expertise, pas seulement de contenu, mais de démarche. Puis c'est ce qui va lui permettre aussi d'être capable de naviguer après ça dans le fameux monde intersectoriel qu'on mentionne. Donc ça, c'est vraiment comme une colonne vertébrale pour moi qui est importante. C'est vraiment les rencontres des méthodologies. Puis quand vous nous dites « ça vous prend du temps », c'est ça, je pense, le cœur de ce qui vous prend du temps. C'est de dire « attends un peu, comment tu fais ça? Pourquoi? Telle manière? Ah, telle statistique, j'avais jamais entendu parler. Ah ouais, c'est intéressant que vous le faites comme ça, comme ci, comme ça. » Et c'est ça qui prend du temps. Donc, on est vraiment dans vous donner des opportunités autour de l'audace, donc des choses qui n'ont jamais été faites, traverser les cultures scientifiques, puis aller vers des cadres conceptuels qui n'ont peut-être pas été pensés avant.
Puis plus on en parle d'audace, moins on mentionne l'intersectorialité parce que c'est juste pousser tout ce que vous avez envie de faire encore plus loin puis de vous donner la possibilité de le faire dans une idée de sortir des sentiers battus. On a parlé de patience, on a parlé de découverte et tout, donc c'est sûr que c'est des projets, Marc-André a dit, ça a commencé il y a 2 ans, on a beaucoup discuté depuis, donc c'est peut-être un peu frustrant d'un point de vue, on a envie de savoir et tout ça, mais ça prend du temps déjà de trouver un vocabulaire commun, parce que voilà, quand Marc-André me demande de parler latin, c'est des choses que je ne maîtrise pas. On le voit même dans la façon de construire notre présentation. Marc-André, il avait son texte, il avait une diapositive. Moi, je me basais plus sur les présentations affichées et tout. Mais ça s'est fait dans un respect et dans un plaisir, je crois, commun. Je pense qu'on a des personnalités qui se complètent relativement bien. Donc c'est ça aussi, c'est des découvertes personnelles et professionnelles qui aident dans ces approches intersectorielles, c'est sûr. Ça s'est fait tout naturellement à la Chasse-Galerie, le café. Alors, j'étais en train de travailler sur un magnifique traité de 1735. C'est bien à la Chasse-Galerie de travailler sur un traité. J'étais en train de lire ce très beau traité qui s'appelle Théorie des sentiments agréables. Bon. Et dans cette théorie des sentiments agréables, bon, je ne reviendrai pas sur le contenu de ce texte, mais au moment où je le lisais, Sylviane Charles, qui vous parlera cet après-midi, survient avec quelques collègues de notre laboratoire. J'ai dit, pourquoi pas une école d'été sur le thème du plaisir, école d'été dont il va être question cet après-midi, dont Sylviane va nous parler, et qui était le cadre dans lequel on a aussi pu commencer à réfléchir ensemble. Puis on est chanceux à l'école de gestion parce qu'en plus d'avoir différentes disciplines, sous le chapeau de l'école, on a différents programmes qui nous permettent de recruter des étudiants avec des parcours très différents. On a des programmes qui sont plus professionnels, qui nous permettent d'encadrer justement des étudiants qui veulent faire une différence dans leur milieu. Donc, j'ai déjà supervisé dans des travaux de recherche pour faire des diagnostics, des pharmaciennes, des planificateurs financiers. Donc, vraiment, on peut comprendre que c'est différentes problématiques, mais toujours avec l'humain au cœur de tout, puis le fonctionnement optimal des individus et des organisations. Mon parcours de 2e cycle se traduit vraiment dans une trajectoire très disciplinaire, où est-ce que l'ensemble de mes fondements théoriques étaient vraiment ancrés à la discipline infirmière. Et tel qu'il a été soulevé ce matin, ça a été vraiment un parcours qui a été excessivement enrichissant pour moi, pour venir vraiment saisir l'ensemble des connaissances qui se rapportent à la profession infirmière. Lorsqu'il est venu le temps de rentrer au doctorat, évidemment, mon premier appel a été d'aller cogner à la porte des sciences infirmières. Ici, à Trois-Rivières, on n'a pas de doctorat en sciences infirmières, mais on a la chance d'avoir un doctorat qui est extrêmement ouvert à la recherche, qui est le doctorat en sciences biomédicales. Lorsque j'ai été cognée à la porte de ma co-directrice, qui est Liette Saint-Pierre, ici présente en arrière de la salle, au département des sciences infirmières, elle m'a tout de suite mise en contact avec Stéphanie. Et je vous dirais que la rencontre s'est vraiment faite de manière naturelle à travers le partage de nos idées et de nos idéaux dans des avancées de recherche. Donc, l'avantage de jumeler les sciences infirmières à l'école de gestion, dans mon contexte de recherche, m'a vraiment amené à jongler à travers différentes connaissances en termes de sciences infirmières, santé organisationnelle, comportement organisationnel également, gestion des ressources humaines, tous des éléments qui sont nécessaires et optimales à la qualité des soins qu'on va donner en tant qu'infirmière à nos usagers. Donc, je pense que ça permet vraiment de venir créer un bel ensemble, une belle unicité et, pour reprendre certains mots qui ont été nommés ce matin, un beau maillage ici à travers l'apport des connaissances. La force des collaborations qui vont s'établir entre différents experts, mais aussi entre différents étudiants, même entre nous, on arrive à collaborer, à s'écouter, à s'entendre, puis à cheminer ensemble. On partage nos expériences et vraiment, ça fait juste nous permettre d'avancer toujours plus loin dans l'acquisition de nos connaissances, de nos compétences, de nos habiletés. Moi, ce que je peux en dire, là, j'aurais peut-être voulu finir là-dessus. Je vois le temps qui reste, donc je ne finirai pas là-dessus, mais ce n'est pas grave. Ce
que je vais le plus retenir à l'intérieur de mon parcours doctoral en termes d'intersectorialité et d'interdisciplinarité, qui sont pour moi vraiment deux concepts qui sont indissociables, ils se veulent plutôt complémentaires. J'aurais tendance à dire qu'à la suite de mon doctorat, je vais vraiment en ressortir avec un beau réseau de collaboration, avec des liens qui vont être ancrés. Puis, ça va tout simplement me permettre de cheminer à l'intérieur de mon parcours professionnel, d'avancer, de savoir que j'ai toujours quelqu'un sur qui je peux compter et quelqu'un qui va être ouvert à partager ses idées pour qu'on puisse justement co-créer ensemble et faire évoluer la recherche. Je pense que si on pouvait, en tant qu'université, de réfléchir à comment on peut créer ces opportunités-là via, oui, des espaces physiques, mais aussi des initiatives, plus des activités de réflexion où des chercheurs de différentes disciplines, de différentes unités, de différents secteurs peuvent venir échanger sur des thématiques transversales qui peuvent unir ou où tout le monde va pouvoir amener sa perspective, son approche, desquels des projets de recherche pourraient ressortir. Je pense que c'est un levier intéressant, important, sur lequel l'université pourrait peut-être réfléchir. Mais aussi, dans nos réflexions, un aspect aussi facilitant pour les étudiants dans leur parcours, c'est dans nos réflexions de programmes, d'avoir des programmes qui permettent justement ces opportunités. L'intersectionnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, qu'il y a des programmes qui ont suffisamment de flexibilité pour que finalement le parcours des étudiants soit le plus adapté à leurs préoccupations, à leurs besoins, puis aussi que les différents programmes, autant d'études, mais aussi de financement, qui permettent justement d'aller dans les deux secteurs. Claire Le Tanner, donc chercheuse postdoctorale financée Mitax, fait que l'intersectionnalité, je connais bien, j'ai mis les deux pieds dedans. Merci beaucoup pour votre parcours et l'ensemble des expertises que vous avez pu nous discuter. J'avais une petite question qui sera peut-être à cheval entre votre univers et un univers autre. Je me demandais si l'intersectionnalité pour vous, ça permettrait aussi d'avoir un meilleur placement des doctorants par la suite dans leur gestion de carrière. On sait qu'il y a finalement un faible pourcentage des doctorants qui vont devenir des chercheurs universitaires. Est-ce que cette dimension, disons, multidisciplinaire pourrait aider justement pour la gestion de carrière au final? Merci. Les chercheurs sont membres de deux équipes ou regroupements de recherche de l'UQTR, à savoir le laboratoire sur l'histoire et la pensée moderne. À l'intérieur du laboratoire sur l'histoire et la pensée moderne, nous avons un axe de recherche spécifique qui s'intitule « Le rapport sensible à soi et aux autres ». C'est un des thèmes fédérateurs sur lesquels nous travaillons déjà collectivement. Et le plaisir apparaît comme l'un des éléments de motivation essentiels des rapports sociaux et des comportements humains en général. Et donc, on étudie ça comme historien des idées de la période allant du XVIe au XIXe siècle, à travers des textes littéraires, philosophiques, à travers l'art, l'histoire de l'art et l'histoire. Et là, on se disait, mais on aimerait avoir une perspective contemporaine sur toute cette théorie des émotions. Et nous avons réfléchi à qui nous pourrions nous associer pour avoir cette perspective contemporaine, et nous nous sommes tournés vers les membres de l'équipe de recherche Cognac, qui travaillent spécifiquement sur la question des émotions, des sensations et de leur impact sur le comportement. Nous avons commencé à aborder le premier défi, qui est celui de trouver un langage commun et de définir un objet d'étude commun. Et on s'est dit, on a tout de suite eu la perspective de faire une école d'été, mais on s'est dit qu'il fallait procéder par étapes, qu'il fallait déjà s'assurer cette base-là de savoir avec qui on travaillerait, d'apprendre à se parler de manière vulgarisée. C'est-à-dire qu'on a fait 2 journées d'études en mai 2022, journée où les membres de toutes nos équipes tous les membres de nos équipes de recherche ont été conviés, s'ils étaient intéressés, à travailler sur la notion de plaisir dans cette perspective intersectorielle. Et la consigne était la suivante: précisez comment, dans votre champ disciplinaire, vous abordez ou
la notion de plaisir ou ce que vous pouvez avoir à dire sur la notion de plaisir à partir de votre perspective disciplinaire, avec comme consigne supplémentaire évidente de le faire de façon vulgarisée et accessible à quelqu'un qui n'est pas dans la discipline. Et on a également réservé du temps à l'intérieur de ces 2 journées d'études-là pour simplement, comme ça a été proposé ce matin, s'asseoir ensemble, effectivement, avoir un espace libre au-delà des présentations formelles, un espace libre d'échange, de brainstorming, de remue-ménage en bon français, pour amener des suggestions de ce sur quoi on pourrait travailler. Et on a donc toujours eu l'idée de faire une école d'été. L'idée d'une école d'été étant de viser un aspect de formation, d'équipes théoriques en matinée, de conférenciers de grand renom, mais aussi d'activités immersives d'intégration des connaissances. Donc très important d'avoir les 2 secteurs qui nous proposent leur méthodologie. Et ensuite, ce qui allait un petit peu pimenter, agrémenter cette programmation, c'était les conférenciers, Deborah Brown et Brian Keyes, qui sont des professeurs donc, respectivement en philosophie et en neurosciences, qui sont de l'Université de Queensland en Australie. C'était une conférence en ligne, donc très intéressante. Donc, ils collaborent déjà entre eux à une vision de Descartes couplée à la vision contemporaine neuroscientifique, donc pour mieux comprendre l'aspect sensoriel, donc douleur, plaisir. L'intersectorialité, c'est beaucoup de plaisir. Ben, on va vous expliquer que c'est aussi un peu de douleur. Et moi, j'entendais votre expérience à l'école d'été, je me dis, waouh, si on avait pu faire ça avant de commencer, qu'est-ce que ça aurait été bien. Deuxième élément de contexte, au début, on commence le projet de 2018. Au début, ça devait être 2018-2022. Finalement, ça se prolonge 2024. On y est encore dedans. On est probablement en train de le prolonger pour 1 an supplémentaire. Alors, on disait, l'intersectorialité, il faut prendre du temps. Alors, effectivement, vous voyez, ensemble, on est plus fort, mais on est plus lent. Au final, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même 80 étudiants qui ont été formés dans un milieu multidisciplinaire. Ça a été extrêmement riche pour eux, une dynamique entre les chercheurs et les étudiants absolument incroyable au cours de ce travail-là. L'implication des acteurs du milieu, des producteurs agricoles, des acteurs régionaux dans les projets de recherche, dans le pôle, une large diffusion au milieu. Donc, on a eu énormément de diffusion médiatique, des reportages à la télévision. Donc, un colloque avec plus de 150 acteurs du milieu qui ont été réalisés pendant ce pôle-là. Beaucoup de bénéfices mutuels à la fois pour les étudiants, pour les chercheurs, pour la politique publique. Et surtout, ce dont on est le plus fier, c'est une synthèse des connaissances qui aboutit avec des recommandations communes avec 25 chercheurs qui ont fait 25 projets de recherche différents. Donc, toutes ces chercheuses et ces chercheurs-là ont leur méthodologie, leur façon d'aborder une question, leur façon, leurs propres échéanciers. Et donc, cette structure, vous le comprendrez, là, très verticale, échoue immédiatement. Donc, on doit immédiatement comprendre qu'il va falloir qu'on fasse confiance, qu'on laisse ces chercheurs et ces chercheuses-là attaquer la question selon leur méthode, avec leur façon de faire, et ensuite faire, on va dire, confiance au processus. Donc, on a des gens engagés qui sont engagés au sein d'un même mandat sur un objectif commun, mais qui ont leurs perspectives différentes. Et là, c'est probablement un des défis, gérer ces chercheurs-là. Il y a des armées d'étudiants derrière ça, évidemment, mais c'est aussi une force. On s'en est rendu compte très rapidement que c'était une force d'avoir cette diversité-là d'approche et de laisser finalement faire les chercheurs et les chercheuses ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire être les spécialistes de leur domaine. D'autres enjeux étaient reliés à l'incohérence entre le mandat et les échéanciers. Donc, c'était évidemment pour demain matin, Julie en a parlé au départ, on avait besoin de réponses qui étaient très, très, très grandes sur un territoire qui est immense, à travers une diversité d'expertise et en venir à des propositions communes. Une pandémie, des interventions législatives qui avaient directement en relation avec ce qu'on faisait dans le littoral, une communauté d'acteurs qui est extrêmement diversifiée. On a aussi eu des initiatives similaires aux nôtres qui ont été lancées de manière indépendante. Donc, c'était vraiment donc, assez un défi.
Et aussi, donc, devant cette hétérogénéité-là, une autre citation ici de mon collègue Gilbert Cabana, « Faire le maximum d'erreurs dans le minimum de temps ». Pour apprendre, évidemment, il faut apprendre de ce territoire-là et je trouvais que c'était parfaitement ce qui représentait la situation. Moi, quand Raphaël est à la direction scientifique, moi, je suis chercheur dans l'axe socio-économie. Et on a eu évidemment plein de rencontres entre chercheurs parce que, comme tout le monde, comme les chercheurs, au début, vous avez 25 chercheurs qui rentrent dans le pôle, mais on ne se connaît pas. Nous, entre chercheurs de l'UQTR, on se connaît, mais avec les chercheurs de l'Université Laval et l'Université McGill, on ne se connaît pas. Donc, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se rencontre, qu'on se dise bonjour, moi je m'appelle Julie, puis je travaille là-dessus. Et puis, la première rencontre qu'on fait, là, on s'est pris, on a eu la chance de pouvoir sortir de l'université. C'est une bonne chose. Ça faisait qu'il n'y avait aucune université qui était plus sur une autre, là, qui était plus chef qu'une autre. Là, finalement, ça c'était important. Donc on est sortis et puis au cours de route, on a perdu du monde. On a perdu des chercheurs. Ils se sont investis, ils ont fait leur projet, mais ils n'ont pas été actifs, ils n'ont pas été réellement engagés à la fin dans la synthèse. Et ces chercheurs-là, pourquoi est-ce qu'ils ont lâché? Parce qu'ils se sont mis au service d'eux. Ce matin, on a beaucoup parlé d'instrumentalisation. Et il y a différentes formes d'instrumentalisation. Il y a celle où on se sent, ce qui peut nous valoriser, je pense, parce qu'on se sent utile à quelque chose. Mais il y a l'instrumentalisation où on cherche à répondre aux besoins d'un autre qui n'est pas le nôtre. Et on perd plaisir. Mais c'est un élément extrêmement important de la recherche, d'avoir plaisir, je crois, hein, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est un des grands privilèges de notre travail. Mais quand on perd plaisir, souvent on passe à autre chose, puis le projet il est fini. Ce qui nous a beaucoup aidé, évidemment, c'est la présence d'un professionnel qui a pu nous piloter tout au cours du projet. Donc, en fait, les professionnels ont changé, là, mais qui a fait toute l'administration, l'animation scientifique, le lien avec le milieu, qui était évidemment fondamental dans ce projet-là. Et l'animation scientifique, elle était extrêmement importante. 2 rencontres par année minimum avec 25 chercheurs. C'est quand même beaucoup de travail pour organiser tout ça. Mais ça nous a beaucoup aidé. On travaillait sur un sujet d'actualité concret qui était un besoin de la politique publique et on pouvait avoir un impact. Et ça, c'est une des choses qui a facilité l'engagement. Autre chose également qui a facilité l'engagement, et en tout cas le travail, la mise en commun à la fin, c'est qu'il y a quand même eu puis ça c'est un travail qu'a fait Raphaël, il y a quand même eu un travail pour avoir un design expérimental commun, avec des zones d'études communes où les chercheurs allaient pouvoir collecter des données, puis ultimement les mettre en commun, faire des analyses transversales. Donc le design expérimental a été pensé pour ça. Ça marchait pour les chercheurs en agronomie, en écologie, mais pas pour la socio-économie, parce que nous, on travaille sur des humains. Donc, quand on travaille sur des humains, en fait, on travaille sur des échelles sociales qui sont différentes. Là, donc, mais ça a beaucoup aidé à la mise en commun. Il a fallu que quelque chose constitue le tronc de l'arbre. Puis ça, c'était l'objet commun. Raphaël va peut-être y revenir. Il a fallu également que chacun puisse construire sa branche. Puis ça, il a fallu que chacun puisse faire son projet, puis se sente en confiance de ses propres connaissances pour ultimement pouvoir parler de l'objet, puis le mettre en commun avec tous les autres. Et donc, il a fallu qu'on construise toutes les branches de l'arbre pour finalement être capable de le voir, cet arbre-là. Et ça, je pense que c'est un des grands enseignements qu'on tire de ce projet-là. On a tous vécu la même histoire sur la même portion de territoire et on a un point d'ancrage qui est commun, même si on a nos visions différentes. Et ça nous a permis vraiment de générer des synthèses qui étaient partagées, incluant les gens de socio-économie. Merci beaucoup. Déjà, félicitations et bravo pour ce projet titanesque. C'est très admirable. Et j'aurais une petite question par rapport à, par exemple, Raphaël Proulx aux cheveux poivre et sel. Qu'est-ce qu'il dirait au Raphaël Proulx aux cheveux bruns? Quels seraient les conseils, autant en gestion de projet, autant en gestion de projet que, justement, j'imagine que vous aviez au début le doigt, puis ça a pris la main, puis ça a pris le bras, et puis tout le reste. Le projet est devenu peut-être pas forcément ce que vous imaginiez au début en fonction de justement les participations de ces 25 chercheurs différents et tout autre acteur, l'équipe des agronomes en arrière de ça. Quels seraient les conseils que vous donneriez à vous du passé et à nous aujourd'hui? Merci. 1 minute, Raphaël. Un an de plus de préparation. Avant de démarrer les projets en tant que tels, on a été très, très précipités pour aller commencer à dépenser l'argent et faire des choses concrètes. L'année de plus nous aurait donné
la possibilité de peut-être se donner un cadre, un socle commun plus large encore que celui qu'on a pu mettre en place. Le vieillissement est un phénomène qui est hétérogène et qui est aux confins de plusieurs enjeux, que ce soit des enjeux sociaux, que ce soit des enjeux de santé, et donc qui est très porteur pour les recherches qui s'intéressent au niveau de l'intersectorialité à réfléchir ensemble, en fait, à mettre les conditions gagnantes pour vieillir d'une manière satisfaisante en santé, mais aussi pour transformer nos sociétés, pour être capables ensemble de réfléchir avec les personnes aînées aux conditions de vie qu'ils désirent pour le futur. On a 22 professeurs, chercheurs qui travaillent sur la question du vieillissement. Ils sont membres du réseau québécois de recherche sur le vieillissement et on est dans l'Université du Québec la première composante avec un nombre aussi important de chercheurs. Alors ça, c'est une force. Puis on a une structure à l'UQTR qui nous permet finalement de travailler sur la question du vieillissement. Cette unité, c'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie. Et l'idée de ce laboratoire, c'est de permettre finalement une rencontre entre les chercheurs qui travaillent sur le vieillissement, mais aussi d'être un espace de rencontre pour des chercheurs qui s'intéressent à la question du vieillissement sans être pour autant un chercheur estampillé vieillissement. Lui, il était intéressé par les aspects phonologiques. Moi, j'étais intéressé par les aspects d'apprentissage, de plasticité cérébrale, de vieillissement. Et donc, on a commencé à embarquer en fait sur ce projet. On a discuté avec le co-directeur du CONIA qui me dit moi, je suis super intéressé par les aspects électrophysiologiques associés à l'apprentissage d'une langue seconde. Et donc, il y avait un bénéfice à rentrer dans la recherche, il y avait un bénéfice individuel pour les personnes âgées qui participaient à ce projet. Et on a commencé ce projet avec des personnes avec des expertises différentes. Alors l'idée là-dedans, ici, c'est de montrer que finalement, on n'avait pas tout à fait les mêmes méthodologies, on n'a pas tout à fait la même question de recherche. Je reprendrai l'exemple des 25 chercheurs, 25 sujets différents, mais finalement, on a réussi en fait, à travers le recrutement de mêmes participants, de pouvoir aller questionner des questions de recherche qui nous animent de façon individuelle, mais aussi ça nous a poussé à regarder plus loin. Ça nous a poussé aussi à comment en fait la discipline de l'autre peut nous aider à réfléchir cette question-là et qu'est-ce qui nous amène avec ces méthodologies. Donc, un projet très concret. Je vais laisser Marie-Michel vous présenter un autre projet très concret, très appliqué. Merci. Donc, rapidement aussi, comme on a mentionné en introduction, je co-dirige un laboratoire vivant en vieillissement en région et le laboratoire vivant, en fait, qui se déploie dans la région de la Naudière, c'est un laboratoire qui vise à co-construire des solutions innovantes par, pour et surtout avec les personnes concernées, donc les aînés, les partenaires de soins, afin de favoriser leur soutien dans le continuum de soins de santé du Québec. Et donc, ce projet, qu'est-ce qu'un laboratoire vivant? Un laboratoire vivant, c'est une structure, physique ou non, qui est plus virtuelle des fois, ou en tout cas, qui a une volonté de travailler ensemble, de s'asseoir différents acteurs. Ce qui amène d'ailleurs un peu la question qu'on a eue ce matin, à savoir l'intersectorialité. Est-ce que c'est seulement au niveau de la recherche? Non, bien sûr, ça peut mobiliser plusieurs secteurs aussi qui est au-delà de la recherche, qui est, par exemple, ici, le laboratoire vivant est porté par la Commission de développement économique de Joliette. Il y a la MRC aussi qui est très impliquée au niveau du laboratoire vivant. Et bien sûr, il y a des chercheurs au niveau de l'UQTR, 8 professeurs dans des disciplines différentes, donc ergothérapie, sciences infirmières, chiro, génie industriel, psychologie. Et peut-être le message clé par rapport à ce projet, c'est, puis bien sûr, il y a des comités, le comité aviseur d'orientation qui rejoignent plein de secteurs là, de la communauté et des personnes aînées et leurs proches. Et peut-être le message clé par rapport à ce type de projet, c'est par rapport à comment on l'a démarré. Au départ, quand on approchait les collègues, pour faire, il y en a plusieurs ici que je vois dans la salle depuis ce matin, des fois, la réponse était même, Marie, je ne travaille pas en vieillissement, vraiment, je me sens un peu, je suis un peu imposteur dans le projet, tout ça. Puis là, je disais, non, c'est pas juste parce que tu es fine ou parce que tu es gentille que je t'écris, c'est qu'il y a vraiment un apport de l'expertise, même si la personne n'est pas, comme tu disais, avec une étiquette de recherche en vieillissement. Le vieillissement, je pense, ça nous concerne tous. On est tous en train de vieillir.
On est tous dans une population, dans une communauté qui réfléchit aux conditions de vie des personnes aînées, puis on a intérêt à le faire tout le monde ensemble dans une perspective collective. C'est ce qu'on tente de faire là, au laboratoire vivant dans la Naudière. Donc, par rapport à cet exemple, c'est peut-être aussi d'ouvrir sur le sujet de qu'est-ce qui advient de la recherche en vieillissement à l'UQTR. Moi, Benjamin, comme tous nos membres au niveau du LIREG et au-delà, dans les laboratoires, les centres de recherche, on pense vraiment, comme on disait au départ, qu'on a une force à l'UQTR par rapport au vieillissement, par rapport aux réflexions dans le social, dans le communautaire aussi sur ces enjeux, et qu'on va devoir, en fait, la potentialiser encore davantage dans le futur. La question de l'intersectorialité, ça prend en fait cet espace où on se rencontre et où finalement on va pouvoir se dire peut-être je pourrais aller questionner, et ici le vieillissement, même si je ne suis pas expert. C'est le dialogue, l'intersectorialité, cette notion de dialogue, elle est au cœur de... Et le vieillissement finalement est un beau terreau, finalement, une thématique sur laquelle il y a cette idée aussi, quand on s'intéresse à l'humain, que quelle que soit la question de recherche, il y a cette volonté de découvrir pour quelque chose en fait de mieux qui va nous servir. Et ça aussi, je pense qu'intrinsèquement, en tant que chercheur, l'idée d'aller expliquer les mécanismes, d'aller creuser certaines questions dans cette idée-là, d'améliorer nos conditions, l'intersectorialité le permet. Donc, au début, tout commence en fait, voilà. En 2010, j'étais étudiant en PhD, en fin de PhD, j'attendais les résultats de ma thèse. Ça a pris 1 an. J'étais dans le domaine des télécommunications. Je développais des algorithmes. J'étais bien heureux avec ça, mais c'était très long, l'attente de mes résultats. Ce qui fait qu'il fallait que je trouve une option, il fallait que je trouve un travail. Et ma blonde de l'époque, j'allais dire, mais c'est ma blonde encore aujourd'hui, qui est chiropraticienne. Elle ne serait pas heureuse, non? Donc, elle faisait une maîtrise en sciences d'activité physique avec Martin Descarreaux. Okay. Et elle m'a dit, va le voir, il a peut-être des besoins d'ingénierie. Donc, je dis, parfait, je suis allé le voir. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, moi, j'aime pas travailler avec des ingénieurs. OK. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Okay. Et donc, j'ai dû lui prouver ma crédibilité. Et c'est un des premiers points que j'ai envie de marquer tout de suite. C'est dans les défis, c'est d'être crédible auprès de ses collaborateurs intersectoriels. C'est très important pour pouvoir avoir une confiance puis aller loin dans les projets. Puis là, la deuxième chose qu'il m'a dit, est-ce que tu es capable de créer un robot, toi? Et j'ai dit oui. C'était pas vrai. Et il m'a cru. Donc, il m'a cru. Puis donc, du coup, il m'a embauché comme assistant de recherche au GRAN. Le GRAN, c'est le groupe d'affection neuro-musculo-squelettique qui est de l'UQTR. Et pendant la création de ce robot-là, il a fallu qu'on jase. Et là, ça n'allait pas du tout. En fait, je ne comprenais pas son langage, il ne me comprenait pas, ce n'était pas clair. Enfin, il y avait des problèmes de terminologie, on n'avait pas les mêmes façons de parler. On en a parlé, évoqué le sujet aujourd'hui plusieurs fois, mais quand il y a 2 secteurs qui se parlent, ça ne fonctionne pas. Puis on a pris le temps, et là, on a finalement réussi à faire ce robot-là. Ce robot-là, en fait, le robot, c'est un robot qui reproduit la manipulation vertébrale pour étudier le comportement, enfin les comportements physiologiques lors de la manipulation vertébrale que, par exemple, pratiquent les chiropraticiens. L'autre truc que j'ai fait, j'ai commencé à traiter mes premiers signaux autres que des télécoms, et là, j'ai dû apprendre aussi, c'est un autre défi, apprendre des nouveaux concepts. Donc, dans la liste des concepts, des défis, ça c'est normal, il faut apprendre des nouvelles affaires. Là, ce que j'ai appris, c'est à comprendre, ce qui est marqué là-bas, la méthodologie liée à la recherche impliquant des êtres humains. En fait, j'en avais aucune idée comment ça fonctionne, cette histoire d'être humain, mais c'est toute une méthodologie que j'ai dû absorber, comprendre, que j'utilise encore aujourd'hui dans mes travaux. Par exemple, certificat d'éthique, protocole, analyse des résultats, tout ça. Ça, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment en tête. Je sais qu'il ne reste plus que 2 minutes, je vais me dépêcher. À ce niveau-là, un autre petit problème dans ma réflexion, ça faisait 3 ans que je faisais de la recherche. Là, j'étais passé de l'autre côté de la barrière. Un jour, si je voulais devenir prof, ce que je suis aujourd'hui, c'était sûrement pas prof en santé, c'était sûrement prof en ingénierie. Donc là, il fallait que je repasse du côté de l'ingénierie. Et donc là, le défi, c'est de rester dans ses compétences. Quand on fait de la collaboration, restons dans nos compétences. Et ce que j'ai fait, je suis revenu en ingénierie et j'ai fait un deuxième postdoc, cette fois-ci, Université Laval, Faculté des sciences et génie, pour créer justement des méthodes d'intelligence artificielle
Vraiment, là, c'était ça mon but, les algorithmes, mais avec les connaissances que j'avais développées en santé. C'est facile pour contrôler des robots en temps réel pour l'assistance de personnes handicapées. Donc là, je l'ai fait fonctionner en temps réel, j'étais heureux. Arrive un deuxième défi, enfin un défi à ce moment-là, c'est de garder une cohérence entre le génie et la santé. Là, on utilise l'intelligence artificielle. Sérieusement, c'est facile à utiliser, il n'y a rien de plus simple, mais c'est facile de faire absolument n'importe quoi. Okay, c'est ça que moi, quand j'en fais à tous les jours, je suis toujours en train de me poser, OK, ça marche, j'ai des beaux résultats, waouh, est-ce que ça marche? En fait, est-ce que ça marche en temps réel? Est-ce que ça marche concrètement? Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose? Ça. Et donc, c'était une question qu'il faut se poser, et c'est normal. Donc, et finalement, un jour, je suis devenu professeur, je vous ai présenté mon programme, c'était en 2019, ouais. J'ai plus de respire, je vais faire de mon mieux. Okay. C'est bon. Là, j'ai eu 2 défis à remonter. Le premièrement, c'est le financement. Une fois que j'étais rendu là, je faisais de la recherche intersectorielle dans le domaine de la santé, tout va bien. Mais là, c'était de trouver des bons financements. Il y en a plein qu'il faut trouver, mais qui favorisent en fait les échanges intersectoriels. En voici les noms que j'ai appliqués, certains que j'ai eus. Merci au niveau de l'appel de projet de planification 2025 que j'ai eu l'année dernière. Et le dernier que je veux vraiment appuyer, c'est comme problématique, c'est le transfert technologique. Moi, ce que je fais, c'est que je développe des systèmes et celui qui est ici, là, en fait, je pense qu'il est prometteur. Ça peut aider vraiment quelqu'un. Donc, est-ce que je reste à faire la publication puis rester dans mon coin? C'est pas ça que je veux. Je veux que ça serve à quelque chose, que quelqu'un l'utilise, que ça aide des gens. Et ça, c'est pas si facile. Vraiment pas. C'est un vrai défi. Donc, je vais parler un peu de ce que j'ai vu après, j'ai fini. Au niveau du transfert technologique, il y a de l'aide qui est du SPSI. Donc, j'ai été rencontrer des gens avec Nathalie Boisvert, justement, entre autres. Donc, on est vraiment un mariage de 2 secteurs qui relient la sécurité publique et la recherche dans le domaine de la psychologie et de la prévention en santé psychologique au travail et bien sûr l'école de gestion. Donc, à la chaire, on est intersectoriel, interdisciplinaire et interordre. En quoi ça consiste le interordre? Comme le NPQ est considéré comme un milieu d'enseignement collégial et nous universitaire, donc on bénéficie également de ce type de partenariat-là. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que c'est à la chaire le travail d'intersectorialité en recherche? C'est assurément le travail d'équipe. Et puis, je prenais quelques mots-clés depuis ce matin. On entendait de l'écoute, de la curiosité, du plaisir, du défi, des apprentissages, assurément tout ça. Mais nous, on va ajouter le mot chardonnay parce qu'il se passe beaucoup de choses autour d'une petite coupe de chardonnay. OK, ceci dit. Donc, le travail d'équipe, autant pour des collaborations de différents domaines, différents secteurs, mais également des nouvelles perspectives en recherche. Ça nous pousse vraiment à réfléchir plus loin et différemment que seulement notre point de vue. Donc, parfois, on doit manifester, oui, une certaine écoute, à travailler différemment, mais surtout à travailler de façon complémentaire avec nos collègues. C'est une méthodologie de recherche qui va varier, évidemment. On va vous donner un exemple également. Puis, pour nous, c'est également une augmentation de la rigueur, parce que vous savez, dans le milieu policier, ils sont bons dans les enquêtes. Donc, ils nous posent des questions. Et puis, ils regardent de tous les côtés à savoir si on a vraiment la bonne réponse. Donc, on se fait beaucoup challenger. Pour nous, ça nous assure une certaine rigueur de pouvoir avoir différents points de vue. On vous donne un exemple où on pratique présentement un volet intersectoriel en recherche en mesurant le stress. Donc, on s'intéresse entre autres au stress dans un projet de recherche sur les interventions post-trauma dans les organisations policières. Je vous épargne plusieurs détails, mais pour vous dire qu'on est arrivé à la conclusion ou à une hypothèse que le policier était parfois peut-être un mauvais juge de son stress, puisqu'il est toujours en situation de stress. Alors, on lui fait faire un questionnaire auto-rapporté, donc un questionnaire qui est rempli lui-même, et parallèlement, on a osé, mais vous allez voir qu'il y a eu un défi, on a osé la prise d'échantillons capillaires pour aller mesurer le niveau de cortisol dans le cheveu du policier. Mais assurément, à la chaire, ce qu'on souhaite, tout en travaillant dans l'intersectorialité, dans l'interordre et l'interdisciplinaire, parce que lorsque les besoins du comité d'orientation sont nommés par les partenaires policiers qui nous posent une question de recherche, notre devoir à Annie et moi, c'est d'aller chercher de l'expertise
l'expertise autour de nous pour y répondre, parce qu'à deux, on ne peut pas répondre et on ne peut pas être expert de tout. Donc, c'est vraiment une force supplémentaire de pouvoir travailler en équipe et en intersectorialité pour outiller les organisations et le personnel de la sécurité publique et assurément prendre soin de ceux qui nous protègent. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne s'est pas parlé avant? Alors oui, pour répondre à votre question, si on peut faciliter la création de ponts entre les chercheurs même de l'UQTR, savoir qu'il y a de l'expertise à l'intérieur même de l'établissement, je pense qu'on a tout à gagner pour le faire.